Quand on envoie des plongeurs en mission, on sait par où ils vont passer, et bien souvent on ne les voit pas passer, c'est vraiment très discret. On devait rentrer dans les égouts qui sont immergés jusqu'à un certain point, et une fois qu'on arrive dans la partie sèche des égouts, on se déséquipe et on commence la mission. Il peut y avoir des lâchers d'eau dans les réseaux, donc si on est dans les réseaux au mauvais moment, il peut y avoir des risques de noyade. On est capable de passer de la version terrestre à la version nautique très rapidement, et il faut avoir confiance au matériel, confiance à notre chef aussi, hein, et non, là il faut pas réfléchir, il faut y aller. Pas du rat. Quartier libre. Aujourd'hui, je passe un quartier libre avec un plongeur du renseignement. Son métier, c'est l'infiltration subaquatique. Alors, on pense aux rivières, mais aussi aux égouts. On va en parler. Mais avant ça, je voudrais vous remercier parce que vous êtes déjà des milliers à écouter les épisodes de ce podcast. Un soldat qui pose des questions à des civils et à des militaires. Je ne peux que vous encourager à continuer, commenter, liker, partager. Vous pouvez même m'écrire. Je suis le capitaine Brault, B-R-A-U-L-T. Évidemment, dans l'armée, tout le monde m'appelle Brault. Je vous mets en lien dans la description les liens vers mes réseaux sociaux pour me proposer des invités ou des questions à leur poser. Et maintenant, c'est parti pour ce quartier libre avec le lieutenant Guillaume. Mon lieutenant, bonjour. Bonjour. Je vous pose une question de Spartiate. Quel est votre métier? Je m'infiltre sous l'eau pour acquérir des informations sur l'ennemi. Alors, pourquoi on a toujours ce moyen de l'infiltration sous l'eau? Donc c'est un moyen très discret de pouvoir justement s'affranchir des réseaux routiers pour pouvoir accéder à des lieux inaccessibles par la route et en toute discrétion puisque ces appareils n'émettent aucune bulle. Je disais tout à l'heure, on pense tout de suite aux rivières, mais il y a des milieux beaucoup moins amicaux dans lesquels vous vous infiltrez. Oui. Vous pouvez nous en dire plus? Oui, alors effectivement, nous, notre domaine, c'est l'eau intérieure et ça va jusque effectivement dans les réseaux suburbains où on est en mesure de pouvoir. C'est un très bon moyen pour s'infiltrer sous une ville, par exemple. Pour que tout le monde comprenne, c'est quoi les réseaux suburbains? C'est les égouts, tout simplement, les égouts. Bon, la première fois que vous avez fait ça, ça s'est passé comment? Alors, c'était à Angers, donc en formation, hein, en stage. Et je me rappelle, hein, on était dans la rivière, donc la rivière principale qui coule au milieu de Angers. Et donc, on devait rentrer dans les égouts, donc par des canalisations d'en gros 80 cm de diamètre. Donc, on rentre dans ces canalisations. Hein, en gros, c'est les eaux pluviales hein, qui s'évacuent par ces canalisations. Et donc on rentre dans ces égouts qui sont immergés jusqu'à un certain point. Et une fois qu'on arrive dans la partie sèche des égouts, on se déséquipe et on commence la mission de reconnaissance. Vous n'avez pas hésité à rentrer non, il vaut mieux pas. Il vaut mieux pas. Ouais, pourquoi? Là, il faut avoir confiance au matériel, confiance à notre chef aussi. Hein, et effectivement, non, là, il faut pas réfléchir. Il faut y aller. Donc c'est un bon moyen, là typiquement Angers, c'est la Maine, hein, la rivière, oui, tout à fait. Vous rentrez dans, je dis ça parce que c'est pas que je connais toutes les rivières de France, c'est juste que j'ai aussi, en tant qu'officier de génie, étudié à l'école d'application du génie d'Angers. Donc vous prenez la Maine, vous rentrez dans les canalisations, et l'idée c'est de manière discrète de rentrer dans une ville. C'est ça, tout à fait, oui. Et ensuite, grâce à ces réseaux suburbains, vous pouvez atteindre votre objectif, et là ça devient quoi la mission? Après, on bascule sur le cœur de métier, hein, l'acquisition d'informations. Donc ça peut être la pose de capteurs abandonnés, ça peut être la prise de vue directe, ça peut être l'insertion d'équipes. Alors une fois que vous êtes infiltré, là commence une deuxième mission. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Oui, donc typiquement, alors c'est pas le type de mission qu'on fait le plus régulièrement, hein, puisque c'est vraiment très contraignant, c'est un milieu très contraignant. Mais pourquoi? Juste pour dire à tout le monde, qu'est-ce qu'il a de plus contraignant que les autres? Alors en termes de sécurité, puisque l'utilisation des réseaux, c'est quand même soumis à beaucoup de règlements, de choses comme ça. Il peut y avoir des lâchers d'eau dans les réseaux, donc si on est dans les réseaux au mauvais moment, il peut y avoir des risques de noyade. Il y a des risques liés à la santé avec des gaz mortels. Hein. Donc il y a quand même tout un tas de matériel spécifique à détenir qu'on n'a pas forcément tout le temps. Et voilà, il y a un savoir-faire vraiment très, très précis pour pouvoir faire ces missions. Après, une fois que la reconnaissance des réseaux des égouts, une fois que la reconnaissance a été faite, on bascule sur des choses plus, on va dire, plus connues, plus traditionnelles, sur la dépose de capteurs ou la prise de vue directe en vidéo, en photo.
le changement de milieu se matérialise aussi par un changement de tenue? Oui, tout à fait. Ça, c'est un peu la spécialité du plongeur, hein, le changement de milieu. C'est ça, en fait, on est capable de passer de la version terrestre à la version nautique très rapidement. Voilà. Vous faites quoi du matos? Typiquement, vous le laissez sur place, vous le plongez ou... Oui, alors ça dépend des cas, ça dépend vraiment de la mission. En général, on essaye de le laisser sur place, mais ce qui implique qu'il faut revenir après le récupérer. Mais si on peut, oui, on le laisse sur place, puisque c'est quand même du matériel encombrant. Je reprends le film, vous êtes infiltré dans les égouts, vous avez une carte, j'imagine? Ça dépend, on peut avoir une carte comme on peut ne pas en avoir justement. Alors je sais que ça c'est un peu la mission des plongeurs du génie qui doivent cartographier les réseaux pour pouvoir après justement s'insérer au meilleur endroit le plus rapidement possible. Je tiens à le dire parce que j'ai eu, bon je vous pose toutes ces questions, mais j'ai eu sous mes ordres des plongeurs du génie, je sais que vous le savez, et c'est des gars... J'ai eu l'honneur de travailler avec eux et c'est honnêtement de tous les militaires que j'ai rencontrés dans ma carrière, c'est ceux dont je trouve ils ont une des spécialités les plus rustiques et les plus exigeantes. On en parle parfois moins que d'autres spécialités alors que c'est ultra rustique et c'est vraiment... Moi j'ai jamais fait ça, c'est pas du tout mon milieu et je respecte tellement cette spécialité parce que c'est très très exigeant. Notamment, je sais que vous vous entraînez dans des rivières, dans des milieux très froids en plein hiver. Ça fait partie des stages que vous avez passés aussi quand vous avez passé cette spécialité? Oui, tout à fait. Donc en fait, le travail du plongeur, c'est d'utiliser l'eau, mais quel que soit le temps, quelle que soit la période de l'année. Donc effectivement, on s'entraîne en permanence. Donc effectivement, sous un grand soleil et tout ça, on aura tendance à dire que le métier est plutôt facile et plutôt cool. Au bord de l'eau, on a souvent des lunettes de soleil. Alors dans l'armée, c'est toujours lunettes de soleil. Mais non, au final on fait la même chose en hiver, on fait la même chose quand il pleut, on fait la même chose quand il fait très froid. Et effectivement, ça développe une certaine rusticité quand même, qu'il faut avoir à la base, mais voilà, on la travaille. C'est quoi le plus dur entraînement que vous avez fait en plongeur? Je pense que c'est les stages de formation qui étaient très très exigeants, avec un nombre de plongées, on répétait les plongées plusieurs fois par jour, toutes les nuits, donc avec voilà, un niveau de fatigue. Sur combien de kilomètres en moyenne par nuit? Alors ça dépendait des plongées, mais ça peut aller jusqu'à, sur une plongée de 3 heures, ça peut aller jusqu'à 4 km en fonction de la navigation. Et là, le plus dur que vous avez pu vivre, c'était quoi les températures de l'eau? En dessous de 10 degrés. En dessous de 10 degrés, surtout ici en Alsace, Ouais. en hiver, il fait très froid. Il fallait choisir une meilleure affectation. Mais malheureusement, je lance un appel. Au deuxième règle, on est dans le sud Voilà. et ils s'entraînent dans les calanques à Marseille, si vous voulez tout savoir. Alors, pas que, par ailleurs, ils font aussi de la plongée sous glace. Oui, parce qu'ils vont pas être contents. Donc c'est moins de 10 degrés aussi dans ces cas-là. Ouais. Non, enfin voilà, donc les temps de plongée. Et ce qu'il faut savoir surtout, c'est qu'une fois qu'on est sous l'eau, le vecteur nous permet du coup de nous déplacer, de nous infiltrer. Hein. Donc le but c'est bien de faire le maximum de distance. Donc il faut s'imaginer que sous l'eau, on palme à une cadence soutenue. Donc c'est vraiment un effort physique permanent. Et on a souvent l'image du plongeur sous l'eau en train de photographier les poissons. Là, il faut s'imaginer qu'une fois qu'on est sous l'eau, le but c'est d'avancer à la bonne vitesse et pas traîner, quoi. Là vous avez tous les stages, donc vous faites de la mise sous oxygène, Oui, où vous êtes full qualif, quoi. Oui, ça fait maintenant presque 20 ans que je suis dans ce domaine, donc oui, effectivement, j'ai passé toutes les qualifications. Je crois que on peut se poser la question à l'ère des drones, à quoi ça sert, dans la mesure où on peut aussi avoir des drones subaquatiques. Je pense à un truc qui m'a été dit par un plongeur, c'est qu'aujourd'hui, un des moyens les plus sûrs pour s'infiltrer, alors qu'on ne peut plus le faire, je sais pas, par avion, parce qu'on est détecté par des radars, c'est le subaquatique. Donc en fait, c'est un moyen qui a de beaux jours devant lui, non? Tout à fait. Alors moi, personnellement, j'ai pu l'expérimenter en opération extérieure. Alors j'ai pas pu réaliser, ces missions n'ont pas pu être réalisées, mais je me suis retrouvé face à des situations où l'emploi du vecteur nautique aurait été idéal. Quand vous êtes dans des régions désertiques ou dans des régions où il y a très peu de routes, le moindre véhicule qui arrive, le moindre est vu plusieurs kilomètres à la ronde et on est détecté tout de suite.
Alors que par l'eau, que ce soit sous l'eau ou même sur l'eau, c'est un moyen très très discret. À plusieurs reprises, même en entraînement, on le constate. Hein. Quand on envoie des plongeurs en mission, on sait par où ils vont passer, et bien souvent on ne les voit pas passer. C'est vraiment très discret. Et une fois que vous êtes arrivé près de votre objectif ou proche, là vous basculez en mission renseignée. Tout à fait. On reprend le fil, vous sortez j'imagine, vous sortez de l'égout. Là, qu'est-ce que vous faites? Eh bien là, donc, on aura effectué notre changement de milieu. Et là, donc, on bascule sur la phase de recherche d'informations à proprement parler. Donc là, on se dirige vers le point défini face à l'objectif. Et on installe nos matériels, on installe la cellule transmission pour être en mesure de transmettre les informations le plus rapidement possible à nos chefs. Quel type d'informations vous allez chercher à récolter? Alors ça peut être des localisation d'un poste de commandement, localisation d'une défense solaire, ce genre de choses. L'idée c'est vraiment de permettre la destruction de cibles à très haute valeur. Combien de temps vous restez sur le terrain? Alors, on peut partir sur des phases en totale autonomie, sur des phases de une douzaine de jours en totale autonomie. Après, pour pouvoir rester plus longtemps, il faut des ravitaillements, des choses comme ça. Donc le maximum que vous avez fait en autonomie, c'était ça, 10 jours? Non, alors moi c'était en opération extérieure, on a pu faire 16 jours en autonomie. Vous étiez où? En RCA, en République Centrafrique. En République Centrafricaine, ok. C'était quoi la mission? Alors c'était une mission de recherche d'informations, alors qui n'avait rien à voir avec le nautique pour le coup. On était en véhicule blindé léger et donc on est parti 16 jours en totale autonomie, donc sans ravitaillement. C'était quand? C'était en 2014. Là vous aviez quel âge en 2014? J'avais 34 ans. C'était votre combienième mission? C'était ma quatrième mission. Quatrième mission, vous avez fait quoi avant? Alors avant, je suis parti en Guyane au tout début de ma carrière, puisque j'ai commencé... Comme plongeur? Alors non, pas du tout. J'ai commencé moi au 17e régiment de génie parachutiste. Donc en compagnie de combat. Hein, je dis ça parce qu'il y a une mission pour les plongeurs en Guyane. Mais à l'époque, donc ça n'existait pas encore. Cette mission n'existait pas encore. Donc j'étais en compagnie tournante au 3e REI à Courrouge. J'ai découvert la Légion d'ailleurs pendant 4 mois. C'était impressionnant. Une énorme expérience. Non, vraiment, je n'ai jamais regretté. Même si sur le papier, c'était pas très sexy, mais j'ai jamais regretté cette expérience. Ouais, et le contact avec la Légion, parce qu'en fait, moi j'étais en compagnie de combat, j'étais là pour. Ouais, je comprends. Voilà, c'est le territoire national. Puis j'étais là pour faire de la jungle, quoi, aller voir ce que c'était la jungle. Et finalement, j'ai été affecté au casernement, donc au sein du 3e REI. Et donc j'étais sous les ordres d'un adjudant de la Légion. J'ai vécu au rythme Légion pendant 4 mois et ça a été une super expérience. Ouais, ils vous ont pas trop traumatisé? Non, après j'avais la chance, j'étais béret rouge. Il y avait une entente entre béret vert et béret rouge et ça s'est super bien passé. Béret rouge pour les parachutistes. Ouais, tout à fait. Et donc ça a été c'était une bonne. J'étais tout jeune sergent et ça a été une expérience très enrichissante. Première mission en Guyane, ensuite? Donc ensuite j'ai basculé plongeur et après avoir fait toutes mes formations, je suis parti au Tchad. Alors là j'étais au régiment et je suis parti au Tchad. C'était le 17e régiment de génie parachutiste? Non, j'avais été muté à ce moment-là. Ouais. Donc j'étais affecté au 2e régiment de hussards. Et donc je suis parti au Tchad sur une mission hyper intéressante aussi. Hein. J'étais en poste isolé donc à Béché, où j'ai passé 4 mois avec mon équipe. On était donc une équipe de 6 et j'ai passé 4 mois comme ça à Béché. Donc là sur des missions de renseignement? Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça s'est matérialisé sur les terrains, là, cette mission? Peut-être que vous ne pouvez pas. Hein, si, bien sûr, de manière générale, hein, c'est le point commun entre toutes les missions. Hein. Au moment d'arriver quand on arrive sur le territoire, hein, on prend en compte notre environnement. Bien sûr, il y a la phase de relève avec la prise de consigne avec le prédécesseur. Et après, il y a toute une phase d'adaptation et on apprend en fait à comprendre, puisque c'est bien notre métier en fait, c'est de comprendre comment vivent les gens, comment ils fonctionnent.
pour pouvoir obtenir le maximum d'informations. Il y a eu un petit contact, mais c'est parce qu'on est à l'entraînement, on est sur un terrain militaire, donc il y a des exercices à droite à gauche. C'était pas pour vous tendre, désolé pour ça. Oui, on parle bien de renseignements humains, oui. Et donc quand vous arrivez sur un théâtre dans un pays, vous avez toute cette analyse de l'environnement, des comportements, pour mieux comprendre la population. Comment vous faites cette étude-là? Alors déjà il y a une phase de préparation avant le départ, où donc on prend en compte la situation locale. Hein. Et après, bien sûr, la phase de prise de consigne qui est très importante. Et après, j'ai envie de dire, c'est déjà rester curieux, rester ouvert. Et puis après, l'expérience joue beaucoup quand même dans ce type de mission. Et parce qu'on retrouve souvent un peu les mêmes, en fonction des pays où on peut aller, hein, on retrouve un peu les mêmes mécaniques, j'ai envie de dire. Et en tout cas, voilà, ce qui est super intéressant, c'est qu'on est vraiment au contact de la population. Ouais, vous passez beaucoup de temps au contact. Là, c'était des Tchadiens? Oui, tout à fait. Et en fait, vous avez un maximum de discussions avec eux. Pourquoi? C'est ça. En fait, l'idée, c'est de constituer des réseaux de contact. Donc, en fait, on va essayer de cibler certaines personnes qui pourraient nous... En fait, l'idée, c'est de répondre aux questions de nos chefs, tout simplement. Et donc, quand nos chefs nous posent des questions, nous, on se pose la question comment on peut répondre à cette question. Et donc, on se dit, il serait intéressant de rencontrer telle personne pour répondre à telle question. C'est quel type de questions, pour donner des exemples? C'est des questions d'intérêt militaire. De combien dispose de chars telle armée, voilà, où se trouve tel groupe armé terroriste, quel est le chef de tel groupe, c'est des questions comme ça. Et donc nous, en fait, une fois qu'on reçoit on appelle ça des orientations, on va dire, ok, pour répondre à cette question, je dois me constituer un réseau avec tel type de personnes. Donc c'est hyper prenant et c'est des choses qui doivent s'inscrire dans la durée. C'est pour ça qu'on est en auto-relève, on se relève, les équipes du régiment se relèvent entre elles. Et voilà, ce qui nous permet d'acquérir cette connaissance globale. Pour le grand public, est-ce qu'on peut appeler ça de l'intelligence? Oui, c'est le terme anglo-saxon, si je ne me trompe pas, mais oui, tout à fait, oui. Tout à fait. Et une fois que vous avez ces informations-là, votre travail, c'est juste de faire remonter ou il y a une analyse de votre côté? Alors, il y a toujours une analyse de la part du capteur, hein, c'est comme ça qu'on nous appelle. Il y a toujours une analyse parce qu'on est sur le terrain, parce que voilà, on donne notre avis, hein, on commente l'information. Mais après, l'analyse vraiment approfondie, elle se fait dans les échelons supérieurs. Il y a d'autres spécialistes, mais comme vous êtes sur le terrain, vous êtes un capteur également pour adapter vos modes opératoires. Tout à fait. Est-ce que vous êtes formé à ça, c'est-à-dire tout simplement l'art de la conversation pour récupérer un maximum d'informations quand on discute avec un civil, avec un élu, avec les élites d'un pays? Comment ça se passe cette formation? Oui, alors c'est une formation spécialisée justement dans ce domaine-là, dans les techniques de communication. Et ce que je dois dire, ce que j'ai trouvé, ce qui m'a plu au régiment, c'est ce que j'ai appris en stage. Je l'ai appliqué tout de suite sur le terrain, en vrai, avec sur des missions réelles, quoi. Vous pouvez me donner un exemple de technique de communication pour que je comprenne bien dans une conversation? Ça va être la manière de poser une question. Ouais. Voilà, si par exemple je vous dis est-ce que vous êtes d'accord avec le nouveau programme du président? Vous allez me dire question fermée, voilà, oui, vous allez non. me dire oui ou non. Alors que si je vous dis que pensez-vous du nouveau programme du président, là voilà. Donc ça c'est un petit exemple, mais ça commence par là. Comment l'écoute active aussi, comment on écoute. C'est quoi ça, l'écoute active? C'est à base de reformulation. Donc moi je vous écoute parler, puis si je veux être sûr d'avoir bien compris, je vais reformuler. Par exemple, je vais vous dire donc si je comprends bien, vous pensez que il s'est passé telle chose. Et là, souvent, la personne va dire oui, effectivement, il s'est passé ça. Elle va répéter, ce qui va me permettre, moi, de bien assimiler ce qui s'est dit et parfois, elle développe en plus, j'imagine. Tout à fait. Et alors après, ça, c'est les personnes, ça, c'est quand c'est facile. Il y a des gens qui parlent plus facilement. Le gros inconvénient, souvent, donc quand on va dans des pays étrangers, c'est qu'entre nous, il y a souvent un interprète. Donc là, c'est compliqué. Donc là, il y a une phase de briefing de l'interprète. On explique. Alors souvent, c'est des gens qu'on garde pendant longtemps, donc ils savent à la fin.
Mais c'est très compliqué parce que l'interprète, lui, ne doit faire que traduire. Il Ouais. ne doit pas commencer à répondre ou à échanger directement avec le... Donc ça, c'est un peu délicat, ça casse des fois un peu le naturel du... Ouais. Mais bon, on y passe obligatoirement. Ça vous est déjà arrivé de tomber sur une personne complètement fermée et quelle technique vous mettez en œuvre pour essayer de la faire un peu parler? Alors, ce qui est sûr, c'est que quand la personne ne veut pas parler, il ne faut pas insister. Non, il ne faut pas insister. Souvent, c'est des pertes de temps. Et puis bon, c'est pas le but. Mais disons quelqu'un d'un peu introverti que vous avez réussi à mettre en confiance. Et ben là, l'idée, c'est de prendre son temps. Peut-être qu'au premier entretien, ça ne donnera rien, mais on va garder le contact, on va essayer de trouver ce qu'il aime. C'est ça aussi, hein, c'est d'apprendre à connaître les gens pour pouvoir justement trouver les bons leviers, trouver les axes d'approche qui va faire que la personne va nous parler. Je pense à une technique qu'on m'a apprise que je trouve vraiment efficace, c'est laisser des silences. Oui, c'est une technique. Ça sert à quoi? Eh ben, il y a des gens qui n'aiment pas du tout le silence. Et donc, ils vont se mettre à parler. Ça les stresse et du coup, ils vont dévoiler des choses, mais juste par angoisse. Je trouve que ça marche pas mal. Ouais. D'autres petits conseils là, pour les interrogateurs Non, mais je pense que une des grandes qualités, c'est surtout l'écoute, bien écouter, et puis justement savoir, ok, cette personne-là, elle préfère plutôt qu'on lui parle comme ça ou comme ça, et puis l'empathie, c'est important aussi. Et puis voilà, souvent c'est naturel, c'est quelque chose qui doit rester naturel, qui ne doit pas être trop technique, on va dire. Ça, c'est des qualités, l'empathie, l'écoute, que vous cherchez, j'imagine, chez des jeunes équipés que vous recrutez. Vous diriez que c'est un prérequis pour rejoindre le 2e régiment de hussards? Alors, c'est mieux. Après, on peut faire sans, c'est-à-dire que ces gens-là se retourneront plus sur le côté technique, et peut-être qu'à force, ils développeront ce côté naturel. Mais effectivement, il y a des gens qui sont meilleurs que d'autres dans ce domaine-là. Comment on fait pour, je sais pas, il y a une manière de les sélectionner ou de trouver des gens qui justement ont une appétence pour la communication? Alors oui, on peut faire des tests, assez simples à base d'entretien. On reçoit quelqu'un, puis on simule un entretien. Alors donc il a un petit thème, et puis il rentre dans une pièce et il doit prendre contact avec quelqu'un. Donc on le voit assez vite. Comment on appelle ça? On appelle ça un interrogateur, Alors c'est pas un interrogateur. Nous, de manière plus générale, on parle de recherche humaine. Après, on parle d'entretien spécialisé pour ce genre pour ce genre de technique. Et voilà. Le meilleur, vous avez déjà vu un gars ou une fille mais hyper bon dans cette spécialité, avoir une discussion hyper empathique et puis amener à trouver plein d'informations dans la conversation? Alors j'ai pas eu l'occasion parce qu'en fait on est souvent seul. Alors on travaille à deux. Non, j'ai pas eu l'occasion d'assister à l'entretien parfait. Vous êtes senti progresser? Oui, complètement. Sur quelle sphère par exemple? Et le côté naturel, c'est-à-dire qu'au début on sort de stage, on a les schémas et on est comme ça, et puis en fait on essaye de reproduire souvent les schémas. Et je pense que c'est un peu dans plusieurs domaines, dans d'autres domaines, on essaie de reproduire ce qu'on a appris, et en fait on se rend compte que en fait il faut laisser aller, il faut que ce soit naturel, et oui, je pense avoir progressé. Et puis avoir un peu le nez fin, c'est-à-dire quelqu'un nous donne une information, on sent tout de suite si ça va être bien, voilà. Vous savez faire la différence quand quelqu'un vous ment ou dit la vérité? Alors il y a des techniques de détection du mensonge, souvent ces formations-là, ces techniques-là, elles marchent bien sur des gens qui ont à peu près la même culture. C'est-à-dire dans les pays occidentaux, on réagit, les sociologues ont trouvé qu'on réagissait toujours plus ou moins de la même manière. On parle de CNV, de communication non verbale. Communication non verbale. Avec la série Lie, je crois, Lie to Me, je crois, c'était la série. Je connais pas. Lie to Me, c'est vieux, je sais pas si ça existe. Lie to Me, je vais regarder. Et c'est quelqu'un qui est spécialisé là-dedans, c'est-à-dire que le gars se gratte le nez, on va dire il s'est gratté le nez, ça veut dire que Mais vous y croyez ou vous considérez que c'est un peu du charlatanisme? Non, je pense que ça existe, mais quand vous avez affaire à quelqu'un qui vit au fin fond du désert au Mali, s'il se gratte le nez, c'est peut-être juste que ça le gratte en fait. Donc on peut pas forcément mettre en œuvre ces techniques-là sur des gens
Donc il y a vraiment une condition de culture partagée pour que vous la compreniez. Et c'est l'expérience, et je te disais tout à l'heure, c'est cette expérience qui fait que, à force, quand on fait plusieurs missions, on commence à comprendre comment ils réagissent, comment ils... Ok, donc sur le mensonge, forcément, moi ça m'intéresse, puis je pense que ça intéressera les gens. Vous avez développé comme ça des petits tips, des choses visuelles que vous repérez Oui, après il y a les signes d'agitation, les signes de malaise, après ce qui est surtout le plus efficace, c'est de poser des questions, et puis souvent il y a des contradictions, à un moment il dit ça, à l'autre moment il dit l'inverse, donc on se dit il y a un truc qui n'est pas clair. Parce qu'un bon menteur, ça se trouve pas partout quand même. Il faut être bien préparé pour bien mentir. J'imagine que c'est des qualifications que vous pouvez utiliser dans la vie civile, non? Ah oui, tout à fait, dans les rapports. Et d'ailleurs, il y a un exercice qui se fait des fois, ça s'appelle l'ice-breaking. C'est-à-dire qu'on dit à quelqu'un, ok, tu vas à la mairie et tu essaies de m'avoir le numéro de téléphone de telle personne. Vraiment comme dans les films d'espionnage, et donc, vous brisez la glace. Tout à fait, c'est ça. Pour pas parler anglais. C'est ça. C'est ça. Et donc vous avez fait ça à l'entraînement? Oui, on peut faire ça à l'entraînement, et donc là on voit parce que il faut trouver le prétexte. Ok, je dois demander telle information à quelqu'un, mais il faut bien que je lui explique pourquoi, dans quelles circonstances. Et ça c'est un point très important, avoir toujours le bon prétexte. Et puis, pas trop en donner sur soi, parce que dans une conversation, c'est un peu du gagnant-gagnant. Il faut savoir donner. Justement, le don de soi, ça fait partie des techniques. Le don de soi, j'en donne un peu pour que la personne... c'est une technique que vous apprenez? Oui, le don de soi, oui. Vous étudiez aussi les cultures étrangères, celles qui vont être moins, vous avez dit tout à l'heure, occidentales, où on a des réflexes, on va dire, identifiés. C'est des sociologues, là, tout à l'heure, vous disiez, qui ont identifié ça? Souvent, on a des spécialistes... au régiment, des gens qui sont justement souvent les analystes qui ont un peu ce recul et qui vont avoir ces connaissances un peu théoriques sur la façon dont se comporte tel ou tel. Maintenant, ça reste très théorique et ça remplace jamais le terrain, quoi. Ça remplace jamais le terrain. Donc là, on se fait on s'adapte, quoi. Là, c'est l'expérience, quoi, qui fait un bon officier de renseignement. Et garder justement une ouverture d'esprit. Quelqu'un qui va se curer le nez devant nous, c'est pas forcément, ou se gratter le pied, puis après il va se lécher le doigt, c'est pas forcément, faut pas mal le prendre. Il y a plein de choses comme ça. Puis c'est des façons de vivre complètement différentes. Souvent, les pays où je suis allé, c'est des pays très pauvres. Ils ont un rapport à la mort qui est complètement différent. Donc, il faut pas se choquer. Vous pouvez rencontrer quelqu'un que vous avez l'habitude de voir tous les jours. Un jour, vous allez le trouver un peu triste, ou vous allez dire qu'est-ce qui se passe. Enfin, sans forcément qu'il soit complètement défait. Et puis, il vous annonce que son fils vient de mourir. Mais mon fils est mort. Ah ouais, ça va, t'inquiète et tout. Parce qu'ils ont un rapport à la mort complètement différent. On ne se rend pas compte dans les pays privilégiés dans lesquels on vit que de la mortalité infantile, de la mortalité en maternité, ça arrive beaucoup plus, ça arrive toujours. Ok. Sur le fait que vous soyez formé à poser des questions de manière un peu manipulatrice, je dirais, ça vous pose problème, par exemple, dans la vie de couple, où votre épouse, elle vous soupçonne? Non, quand même, non, j'en suis pas à ce niveau-là. Peut-être certains de mes collègues ont ce problème. Non, j'en suis pas là, non. Ok. Et en même temps, c'est des trucs que je trouve utiles et intéressants à savoir. L'ouverture, l'écoute active dont vous avez parlé, ça sert aussi, par exemple, à vous êtes officier, donc vous êtes en situation de commandement. Dans un rapport avec les hommes et les femmes qu'on a sous nos ordres, c'est hyper utile d'avoir ces qualités d'empathie et de... Tout à fait, et ces techniques sont complètement transposables au commandement de tous les jours. Alors souvent on établit, il y a des techniques pour établir des profils psychologiques, et on sait que tel profil est plutôt compatible avec tel autre profil, donc ça peut aider. Dites-moi plus là-dessus, ça m'intéresse. Oui, alors c'est pareil, alors je suis pas hyper spécialisé là-dedans, je sais que j'ai des collègues qui le sont, mais voilà, il y a des techniques, je sais plus le nom exact. Sur les personnalités, les types de personnalités. Différents types de personnalités. Alors c'est pareil, c'est des grands principes qui ont été, c'est pareil, ça a été fait par des sociologues, donc ils ont défini différents types de personnalités en disant que voilà, tel type de personnalité est plutôt réceptive à tel type de communication. Bon là on rentre vraiment dans et ça marche beaucoup
sur des gens qui ont la même culture que nous. Donc au jour le jour, au boulot, ça peut être utile. Oui. Ouais, c'est des grands schémas. Alors évidemment, c'est pas une science exacte, mais ça peut vous orienter. Ouais, et vous l'utilisez juste en dehors du renseignement. Vous l'utilisez comme chef, quoi, comme officier. Ouais, tout à fait. Ah, de quelle manière? Eh bien, alors, je dirais que moi, j'ai plutôt tendance à être. Je compte plutôt sur le naturel. Je sais que j'ai des collègues qui font remplir des questionnaires pour pouvoir vraiment définir les profils psychologiques de leurs hommes et tout ça, pour pouvoir déjà apprendre à mieux les connaître et pour pouvoir mieux communiquer. L'idée, c'est de pouvoir mieux communiquer avec eux. Moi, je m'intéresse vachement à tous ces trucs. Je trouve ça hyper intéressant que vous ayez un collègue, un camarade qui fasse ça. Encore une fois, c'est pas une science exacte et c'est pas l'idée de catégoriser les mecs, mais déjà, c'est important de se connaître aussi soi-même. Comment est-ce qu'on est peut-être parfois trop empathique ou pas assez. Moi, voilà, c'est un truc qui m'intéresse. Vous connaissiez ça avant ou vous avez découvert ça dans votre spécialité? Alors, j'ai découvert ça pendant mes formations et j'avoue que j'étais assez bluffé parce qu'on remplit des questionnaires justement pour définir quel type de personnalité on peut avoir. Et j'avoue que c'était c'est bien fait parce que ça colle assez bien à... Et alors vous, c'est quoi votre type de personnalité? Honnêtement, je ne me rappelle plus. C'est parce que vous ne voulez pas nous dire ça. Non, mais ouais, je suis quelqu'un d'hyper ouvert, d'hyper généreux. Non, je ne me rappelle plus. Je me rappelle plus, mais en tout cas, ça collait plutôt bien avec... D'ailleurs, je crois bon, ce que j'ai lu, hein, c'est qu'on peut être à un moment de notre vie où on colle à plutôt tel schéma et puis après selon les circonstances on évolue, donc ça reste une science humaine, donc c'est pas exact. Tout à l'heure j'ai eu votre épouse au téléphone parce qu'on préparait cette interview, je ne sais pas si elle vous l'a dit. J'ai appris ça, oui. Elle m'a dit que vous aviez une autre passion que la plongée, et c'est l'équitation. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Eh bien oui, non, en fait, donc j'ai découvert l'équitation quand j'ai rencontré ma femme à Saint-Mexan à l'époque, donc je suis issu de l'école nationale des sous-officiers d'active. Votre épouse est militaire, voilà. Vous l'avez rencontrée à l'école des sous-officiers. Voilà, tout à fait. Et donc je me suis mis à l'équitation, maintenant ça fait un peu plus de 20 ans, C'est elle qui vous a initié? Ah oui, complètement. Et elle fait quoi elle dans les armées? Elle est maître de manège, hein, c'est l'équivalent. Elle est chef d'une section équestre. À Haguenau aussi, hein, dans le même régiment que le mien. Oui, parce que vous êtes dans un régiment de cavalerie, je le dis pour ceux qui nous écoutent. D'ailleurs, le lieutenant, il a 2 barrettes blanches, si vous posiez la question par rapport aux miennes qui sont jaunes, parce que la cavalerie, c'est une arme blanche, et c'est pour ça qu'il a les galons de cette couleur. C'est des régiments dans lesquels il y a des chevaux, par tradition, et on apprend à les monter. Alors moi, j'ai jamais fait ça, mais je le dis pour celles et ceux qui sont fans à équitation, l'armée, ça peut être aussi un bon moyen d'en faire un métier. Donc c'est ce qu'a fait votre épouse. Maintenant, elle travaille dans une section montée, c'est ça, dans le 2e régiment de hussards? C'est ça, une section équestre militaire qui a pour but de faire monter dans un premier temps les militaires, hein, donc dans le cadre des séances de sport. Donc c'est des séances complètement gratuites pour les militaires. Et aussi qui a pour but de faire monter les familles des militaires. Pourquoi on continue à monter des chevaux dans les armées? Alors il y a une partie, tradition, hein, puisque ça effectivement il y a encore quelques années, donc les chevaux faisaient partie intégrante de l'armée. Donc c'est resté par tradition et maintenant c'est beaucoup plus axé sur le côté sportif, hein, avec encore des représentants à haut niveau des sports équestres militaires dans les compétitions civiles. Hein. Moi, je suis pas du tout équitation. Juste à Saint-Cyr, ils m'ont fait monter sur un poney parce que c'est tradit, comme vous avez dit, c'est la tradition. D'ailleurs, j'ai pas passé un super moment, je dois dire. C'est dommage. Mais... Faut venir monter ici. Vous verrez, si vous m'invitez, moi, je viendrai. Hein. Mais alors, pourquoi j'en parle? Parce que des années après, j'ai rencontré un gars qui est spécialiste aussi dans les armées de l'équitation, et il m'a dit que la compagnie des chevaux lui avait appris énormément en termes de confiance en soi, de rapport aux autres et tout. Je sais pas, c'est quelque chose que vous avez vécu aussi ou pas? Tout à fait. Alors ce qui est très bien, alors j'ai découvert complètement ce sport dans le cadre militaire et c'est un sport qui est très révélateur des personnalités. Ah oui, pourquoi? Parce que en fait vous vous retrouvez sur un animal plusieurs centaines de kilos qui est plus fort que vous. Ouais. Et donc il faut réussir à lui demander ce qu'on veut sans le gêner, sans le blesser,
Et donc, et d'ailleurs, l'équitation et les cours d'équitation sont donnés dans toutes les écoles. On en a dans l'école de cavalerie, à Couët-Quidan. L'école des officiers. Même l'école de l'aviation légère de l'armée de terre. Ah, ils font ça aussi ? Les pilotes d'hélicoptères apprennent l'équitation parce qu'ils ont trouvé des similitudes. Ça apprend sur la dissociation d'attention. C'est-à-dire je dois faire quelque chose avec mes bras pendant que mes pieds font autre chose. Ah, et du coup, pour un pilote, ma tête, voilà. Pour un pilote, c'est hyper utile. Voilà, c'est ça. Donc ils ont trouvé pas mal de similitudes dans ces domaines. Et la maîtrise de soi. Parce que quand on perd un peu pied, quand on perd le contrôle, le tout, c'est pas de partir en hurlant et de s'éjecter du cheval, mais c'est de se maîtriser, de maîtriser le cheval. Et c'est un sport qui est très satisfaisant, comme diraient les jeunes. C'est très satisfaisant parce qu'en fait, on arrive à quand on se débrouille bien, à avoir un résultat, enfin une sorte de synergie avec l'animal. Et ça, c'est assez satisfaisant. Et maintenant, je comprends mieux aussi pourquoi il y avait tradition chez les officiers de continuer à apprendre à monter à cheval, parce que la maîtrise de soi, la dissociation aussi d'ailleurs, et puis le rapport à l'animal. Bon, ça me donne envie d'en faire. Je viendrai si vous m'invitez. Il faut, avec grand plaisir. Alors moi, honnêtement, ça s'était vraiment pas très bien passé. J'ai pas réussi les tests que c'est vrai que vous avez dit. C'est vrai que malheureusement l'équitation n'a pas forcément une bonne presse dans l'armée, parce que alors il faut faire la différence. Souvent les cours d'équitation tels qu'ils sont donnés dans ces formations un peu obligatoires, c'est l'objectif n'est pas forcément d'apprendre à monter. Ouais, moi c'était un peu un rituel. C'est de mettre les gens en situation inconfortable pour voir comment ils réagissent. Ouais. Si on veut vraiment, si on aime ça et qu'on veut apprendre à monter, là il faut prendre des cours ailleurs. J'ai expérimenté ça à Saumur, hein, quand je suis allé à l'école de cavalerie, je savais monter et tout, donc j'ai subi entre guillemets les cours obligatoires. Et effectivement, c'est pas fait pour apprendre à monter, mais surtout pour voir celui qui va tomber mais qui va se relever, qui va remonter sur son cheval, ou celui qui va non, c'est bon, je me suis fait mal, j'arrête, je vais à l'infirmerie, quoi. Ouais, littéralement remonter en selle, quoi. Voilà, exactement. Moi je crois, si je me souviens bien, en effet c'était plutôt un rituel en fait. Ouais. On faisait un rallye, d'ailleurs c'était de nuit, ça, ouais. Et il m'a mis sur un poney, et je pense, d'ailleurs à mon avis j'ai eu une très mauvaise note, je sais plus trop, mais j'ai pas trop réussi le test. Mais j'ai pas poursuivi après l'équitation. D'ailleurs, bon, il n'y en a pas que pour ceux qui aiment les chevaux dans les armées. Par exemple, une autre pratique sportive, quand on est fanat dans le civil, qu'on peut pratiquer chez les militaires. Alors moi, de mon côté, j'ai appris l'escalade, j'ai appris le ski, le parapente. Voilà. Donc d'autres activités qui peuvent aussi apprendre la confiance en soi, exactement comme vient de le décrire pour l'équitation le lieutenant. Vous, c'est donc votre épouse qui vous a initié à ça ? Tout à fait. Et je pense que j'ai aimé ça, hein, et c'est pour ça qu'après plus de 20 ans, on est encore ensemble. C'est un métier très 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 prenant. Par contre, c'est comme on dit, c'est un métier passion. Il faut vraiment être passionné parce que c'est un métier qui demande beaucoup d'heures supplémentaires. Hein, vous parlez de l'équitation ? Oui, de l'équitation, tout à fait. Ouais. Puisque donc elle a son métier dans le cadre militaire. Et après, elle travaille dans le cadre associatif, toujours au sein de l'armée, hein, les clubs sportifs de la défense, donc dans le cadre associatif pour les familles. Et les familles des militaires montent aussi. Et les familles des militaires, elles viennent quand elles ont fini de travailler, entre 18h et 21h. Donc elles donnent, et le week-end quand il faut les sortir en concours, etc. etc. Donc c'est vraiment un métier qui demande du temps. Mais en général, moi j'ai toujours vu, parce que j'ai côtoyé ce milieu-là du coup, c'est des passionnés qui adorent ce qu'ils font et qui le font très bien d'ailleurs. Dans Quartier Libre, dans ce podcast, on aime bien aussi parler de la vie de famille des soldats pour montrer que on est des gens normaux. Je crois que vous êtes le premier que je rencontre qui a épousé aussi une militaire. Ouais. Ça fait quoi d'être un couple de soldats ? C'est très pratique. C'est très pratique parce qu'il y a plein de choses que je ne suis pas obligé d'expliquer parce qu'elle le connaît déjà. J'ai des collègues qui ont des femmes donc, civiles, hein, et qui ne comprennent pas pourquoi on ne finit pas à 17h30 tous les soirs. Qui comprennent. Donc elle, c'est bien parce que souvent, elle finit plus tard que moi. Donc au moins comme ça, c'est moi qui me plains. Et deux, non, c'est un côté très pratique pour ça, hein, pour toute cette connaissance, parce que c'est un milieu particulier, l'armée, il faut le dire.
Donc voilà, pour moi, c'est... C'est vrai que le soir, quand on rentre à la maison et qu'on raconte ce qu'on a vécu dans la journée, on a besoin d'expliquer moins de choses et on comprend mieux. Et du coup, on peut se donner des conseils, on peut sur le commandement. Elle a quel grade, votre épouse? Elle est adjudant-chef. Elle est adjudant-chef, ok. Et vous êtes rencontrés du coup à l'école des sous-officiers? Oui, tout à fait. D'accord, comme quoi ça mène à tout. Et voilà. J'étais pas parti pour ça, mais je suis reparti avec... Vous avez des enfants? Avec ma femme. Oui, j'ai 2 enfants, oui. Un garçon et une fille. Alors, en fait, je le sais déjà, et votre épouse m'a dit que... T'es vendu. Ouais, votre épouse m'a dit que le petit dernier, ouais. En fait, vous étiez en mission. Oui, tout à fait. Oui, j'ai appris sa naissance, j'étais dans le désert au Mali. Mais alors, c'est quelque chose, je le savais d'avance, hein, puisque c'est un départ qui s'est fait, c'était un départ prévu. Donc je savais que j'allais... C'était pas une urgence? Non, c'était pas une alerte, c'était un départ prévu. Donc je savais que ma femme aussi savait que je ne serais pas là. Bien sûr, elle n'était pas seule. Il y avait mes parents, sa mère, enfin voilà. Et effectivement, j'ai été réveillé un jour à 6h du matin par le gars qui était de car à ce moment-là, qui me réveille. Donc, j'ouvre les yeux un peu fatigué. Vous étiez où J'étais au milieu du désert entre Gao et Ansongo, et il me réveille et puis il me dit félicitations. Je lui dis mais de quoi il me parle, lui, d'où il me félicite Et puis là j'ai tilté que oui c'était le... Et donc ce qui était assez marrant, c'est que ma femme avait l'adresse mail du capitaine, du chef de détachement. Qui vous commandait? Qui me commandait, donc elle lui a envoyé par mail les photos du bébé, et le capitaine me les a retransmises sur radio militaire, un chef. Hein. Ah, c'est sympa. Il m'a retransmis les photos et j'ai eu les photos de mon fils voilà, dans le désert. Quoi. Elle m'a dit un autre truc, bon, c'est peut-être pas trop militaire, on dit, c'est que votre capitaine après a débarqué avec une bouteille de champagne. Oui, c'est vrai. Il a profité d'un ravitaillement par hélicoptère. On avait besoin de pièces ou de pneus parce qu'on avait dû crever ou je ne sais pas quoi, je ne me rappelle plus. Et bref, il s'est posé en hélicoptère, il m'a ramené une bouteille de champagne. C'est vraiment sympa. C'est un peu cliché, officier, champagne. Oui, mais j'étais pas officier à l'époque, hein. J'étais sergent-chef. D'accord. Donc j'ai apprécié le geste. Il a sabré le champagne ou... Ah non, il n'a pas eu le temps et il m'a acheté la bouteille et il m'a dit félicitations. Et après il a taillé la route. Non, mais c'était... Je dis ça parce que chez les officiers, on a un sabre. Et une des blagues, c'est que le sabre ne sert que à sabrer le champagne. Voilà. Tout à fait. Pour vraiment rentrer dans le cliché. Ceux qui n'aiment pas les officiers seront contents. Déchaînez-vous en commentaire, il n'y a pas de problème. Ok. Ouais, du coup, c'est un bon souvenir. Je tiens à en parler parce que ça fait partie de la vie d'un militaire, parfois de ne pas être présent dans les moments importants. Et après, vous êtes rentré de mission et vous avez du coup découvert votre deuxième fils. Comment c'est d'être papa tout en étant soldat? Eh bien, je pense que tout est une histoire d'équilibre. Hein, et j'ai eu la chance, avec ma femme, de toujours avoir gardé le bon équilibre. Et tout s'est toujours passé super naturellement. Alors je sais que c'est pas j'ai des collègues qui ont vécu qui l'ont vécu beaucoup moins bien. Mais en tout cas pour ma part, voilà, on a toujours su garder cet équilibre. Et j'ai enchaîné des départs presque tous les ans. Et j'ai jamais eu de problème avec mes enfants. Vous êtes parti presque tous les ans? Oui. Donc, ils ont quel âge là? La grande a 15 ans et le petit a 11 ans. Voilà. Les absences longues, quand vous revenez, vous avez un rituel, une manière de faire Alors non, c'est en fait, il faut voir ça comme on quitte un peu le train, et puis quand on revient, on remonte dans le train à l'arrêt suivant, et puis on reprend la vie comme elle s'est arrêtée. Alors il y a toujours la petite fête quand on rentre, les petites vacances pour symboliser le retour, mais en général, et c'est un peu... Si je peux donner un conseil, c'est un peu, je pense, c'est ce qu'il vaut mieux faire. C'est-à-dire que j'ai été absent pendant 4 mois, 5 mois. Si je rentre et que je demande à tout le monde de tout arrêter parce que je suis rentré, c'est pas forcément... voilà. Donc on revient, on se réinsère dans la famille et puis on reprend les... En fait, l'idée, c'est normaliser, ne pas dramatiser ni le départ, ni le retour. C'est ça. Ouais, je pense que c'est un très bon conseil. Ouais. Et votre épouse, du coup, par son emploi, elle part pas en mission à l'extérieur? Non, elle n'est jamais partie. Ça, c'est quand même pratique. Oui, tout à fait. Je reviens sur vos missions de plongeur. Dans votre régiment, donc on a parlé de l'infiltration à des fins de renseignement, mais je comprends que vous avez d'autres missions en tant que plongeur. Oui, tout à fait. Une
une des missions principales donc, au régiment, des équipes nautiques, de recherche nautique, hein, c'est l'appui au franchissement, donc des équipes qui sont motorisées donc, sur VBL. Donc pour préciser, un franchissement, c'est, mettons, il y a une troupe qui se déplace, elle tombe face à un cours d'eau. Comment on franchit le cours d'eau? Voilà, là c'est même encore plus compliqué que ça, c'est-à-dire on va partir en avance, on va définir des points de franchissement et comme ça Sous l'eau, voilà, vous reconnaissez les berges voilà, en fait. tout à fait, on reconnaît les berges et la partie, toute la partie qui sera traversée par le véhicule et comme ça on peut dire voilà, à tel endroit, ici ça passe, ici ça passe, ici ça passe et après les équipes une fois qu'elles partent avec leur véhicule, elles utilisent le point qui est le plus adapté à leur infiltration. Tout à l'heure, je faisais l'éloge des plongeurs pour leur rusticité, mais je voulais aussi parler des risques qui pèsent sur cette spécialité. Quels sont les risques que vous rencontrez quand vous êtes sous l'eau, sous oxygène? Alors, il y a plusieurs types de risques. Il y a les risques, alors il y a vraiment les risques liés à la plongée, ce qu'on appelle les accidents de plongée. Là, avec ce type d'appareil, on respire de l'oxygène pur, hein, 100%. Donc on a donc des risques de suroxygénation. Donc ça, ça ressemble, grosso modo, ça ressemble à ce qu'on appelle l'hyperoxie, le terme un peu plus technique. Ça ressemble à une crise d'épilepsie, grosso modo, qu'on fait sous l'eau. Et ça normalement, c'est détecté pendant les sélections médicales. Ils arrivent à détecter et les formations, voilà. Et les formations. Pendant une formation, c'est pour ça qu'on est censé, avec ce type d'appareil, pouvoir faire 4 heures non-stop sous l'eau. Et souvent, ceux qui sont sensibles, avant les 4 heures, ils vont faire peut-être des crises hyperoxiques, donc qui ressemblent un peu à des crises d'épilepsie. Après, on peut avoir des soucis aussi avec ce type d'appareil. Alors, le terme technique, c'est l'hypercapnie, mais grosso modo, c'est comme si on respirait dans un sac poubelle. C'est pas bon de respirer dans un sac poubelle. Non. Bon, c'est le même principe. C'est-à-dire que là, c'est peut-être un défaut de l'appareil. Et du coup, on se retrouve, l'air que l'on expire n'est plus recyclé. Et du coup, on se retrouve à respirer. Un défaut de machine. Voilà. Ou alors que la cartouche remplie de chaux qui est censée recycler l'air, le gaz du coup qu'on expire, est saturée. Elle est saturée parce qu'elle s'est mouillée, parce que ça fait trop longtemps qu'on est dans l'eau. Et du coup, ça ne fera plus l'effet escompté. Et donc, on va se retrouver à toujours respirer le même air. Et là, c'est la tête qui tourne, envie de vomir. Ça arrive souvent des blessures ou des accidents comme ça? Non, alors normalement, non. Alors je dois dire que dans l'armée de terre, c'est assez rare. Les accidents sont très rares. Il y a toute une phase de préparation, de maîtrise des risques avant la plongée. Après, il y a les connaissances de soi aussi. Ça implique aussi d'avoir une très bonne condition physique. Je pense que si peut-être certains auditeurs ont déjà plongé dans le civil, on peut voir qu'on voit un peu de tout dans le civil, hein, des gens qui font du sport et d'autres pas du tout. Dans l'armée, c'est nécessaire. Il faut avoir une condition physique parfaite pour justement limiter les accidents de plongée. Et surtout si vous faites des longues infiltrations, voilà. De toute façon, il y a besoin d'être une machine physique. Ouais. Tout à fait. Sous l'eau, surtout en rivière avec du courant, il est possible de rester coincé parce que dans les rivières, on ne se rend pas compte, hein, on ne le voit pas, mais vous avez des arbres, des fois des obstacles, des carcasses de voitures, des choses comme ça. Et il faut savoir qu'en plongée, on est sanglé. Donc on plonge à 2 et les 2 plongeurs sont sanglés l'un à l'autre. Et en fait, ce qui peut arriver, ce qui m'est déjà arrivé, hein, c'est d'être coincé, d'avoir un arbre qui sépare les 2 plongeurs. Et en fait, on est tous les 2 reliés par la sangle. Et en fait, avec le courant, vous ne pouvez pas remonter, le courant est trop fort, vous ne pouvez pas remonter pour vous décoincer. Et vous vous retrouvez bloqué, même à 2 mètres de fond, vous vous retrouvez bloqué sous la surface de l'eau. Et voilà, c'est des petits moments... C'est pour ça que vous avez un poignard d'ailleurs dans votre attirail. C'est ça, mais bon, encore faut-il pouvoir l'attraper. C'est pour ça qu'on essaie d'en avoir... là, pour le coup, on a réussi j'ai réussi à attraper mon poignard et à couper la sangle de liaison. Et bien sûr, après, on remonte immédiatement à la surface. Vous avez dû vous faire peur là, ce jour-là? Bon, après, c'est pas... En fait, ce qui ferait vraiment peur, c'est de se retrouver sous l'eau avec plus de gaz pour respirer. Je veux dire, ça, on peut tenir 4 heures. Si vous restez coincé, il vous reste encore 3 heures. Bon, il y a toujours une sécurité en surface. Et justement, le but, c'est de ne pas paniquer. Donc, moi, c'est ce que j'aime dans ce métier.
c'est un métier très physique, très rustique, mais où il faut être très très calme, très voilà, pas. Donc on fait le lien avec ce que vous disiez sur les chevaux, Oui. sur la maîtrise de soi. Vous avez des conseils pour s'améliorer dans sa maîtrise de soi, dans le calme, dans sa gestion du stress? Alors idéalement, il faut, je pense, multiplier les expériences. En fait, c'est ça Bon, j'ai pu encadrer une formation générale initiale, donc des jeunes qui sont arrivés du civil, et je me suis rendu compte que certains, alors je ne veux pas faire de généralité, hein, mais certains, ils sont chez eux, ils ne font rien, ils ne vivent rien, ils n'ont jamais fait d'efforts, ils n'ont jamais. Ouais. Donc dès qu'ils font face à une situation inhabituelle, perdent un peu panique et perdent confiance. Après, je pense que Qu'est-ce que vous leur dites? qu'il y a quelque chose d'inné. On leur dit, serre les dents et tu verras, ça va passer. Et en fait, à force de répéter ces expériences difficiles, on se dit, mais finalement, ça marche. Ouais. Alors la première fois, vous avez peut-être paniqué, mais en fait, au final, vous dites, finalement, je ne suis pas mort. Et donc la deuxième fois, vous dites, c'est bon, ça, j'ai déjà vécu. Et en fait, à force de faire des choses difficiles, c'est pour ça que je pense que vous avez dû connaître les stages commando, si vous étiez GCM, forcément. Mais dès qu'on fait quelque chose de difficile, on voit que le corps résiste. Alors moi j'allais plutôt citer dans l'expérience des troupes de montagne, on expose des jeunes, comme vous l'avez dit, à souvent des hauteurs, sur des lignes de crête vraiment fines, vraiment effilées, où il y a 3000 mètres de gaz à gauche, 3000 mètres de gaz à droite, et c'est exactement comme vous venez de le dire. La meilleure arme pour acquérir du contrôle sur soi, c'est la répétition. Ouais, tout à fait. Plus on est exposé, moi je le vois, j'ai pas mal de vertiges en début de saison. Je vais vite être angoissé, alors les mains qui deviennent moites, donc pour l'escalade c'est pas évident. Et en fait en fin de saison, à force de s'être exposé à répétition, le corps s'habitue. Ouais, tout à fait. Donc comme vous dites, je trouve qu'on pense souvent que le contrôle sur soi il est inné et pas acquis. En fait, c'est plutôt l'expérience qui nous amène. Tout à fait. Je trouve ça hyper intéressant. Et même des expériences, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui n'ont rien à voir. L'équitation, ça peut aider. Tout à fait. Ça peut aider un grimpeur. Toutes les expériences sont bonnes. Et c'est ce que j'ai trouvé moi dans l'armée. Et c'est ce que j'ai voulu chercher dans l'armée. C'est ce que j'ai trouvé. C'est ça. C'est que mon métier m'a permis de m'exposer à des situations. Que ce soit en stage, en exercice ou en réel, à des situations difficiles où quand on raconte ça à quelqu'un qui n'a jamais rien fait, il dit c'est pas possible. Si, en fait, si, c'est possible. Le corps, par exemple. Le corps, alors un truc très simple, hein, la chaleur quand on est au milieu du désert, dans un VBL, avec la tenue, la frague, le casque, à des températures pas possibles. Quand on revient ici, qui fait 30 degrés, on crève de chaud et tout. Et en fait, on se rend compte que non, le corps, il est capable. Alors, il faut boire, il faut s'hydrater et tout ça, mais le corps est capable de. Et puis, on s'habitue à force. Donc ça, c'est un exemple. Mais d'ailleurs, je le dis juste. Parfois on rentre, on a vécu ces conditions juste sur la chaleur. On a vécu ces conditions horribles dans le VAB, à l'arrière du VAB par je sais plus combien de degrés. Et par contre, le militaire, quand il revient au quartier, il peut être très douillet ou frileux. Ça c'est un peu le contexte qui fait qu'on a tendance à dire que dès qu'on est en militaire, on a moins froid. Et dès qu'on s'habille en civil, on est plus. C'est vrai, je trouve. Ouais, c'est vrai. Bon, maintenant, vous vous êtes engagé d'abord comme sous-officier. Oui. Et ensuite, vous avez fait le choix de devenir officier. Oui. Pourquoi ? Alors, tout au long de ma carrière, j'ai eu plusieurs périodes, on va dire. Et j'étais arrivé à une période où il fallait que je me relance, il fallait que je me remotive. Donc j'ai déroulé une carrière complète de sous-officier. Donc j'ai commencé en compagnie de combat dans le génie, sergent. Puis je me suis dit allez, pourquoi pas, hop, je suis allé chercher, j'ai dit pourquoi pas plongeur. Je vais aller chercher un peu plus loin. J'ai été plongeur. Après avoir passé 6 ans au 7e RGP, j'ai dit bon, j'ai envie d'aller voir autre chose. Je me suis relancé, j'ai demandé ma mutation au 2e régiment de hussards. Et puis là, donc j'ai déroulé, j'ai fait toutes mes missions, j'ai déroulé toute ma carrière de sous-officier. Puis arrivé adjudant-chef, moi j'avais encore plusieurs années à faire dans l'armée, quoi. Et je m'étais dit non, je vais quand même pas rester, je veux pas en rester là, adjudant-chef pendant encore 15 ans. J'ai dit non, il faut. Parce qu'après, on devient vite un peu aigri, on tombe un peu dans la routine et tout, puis on se transforme. Je connais plein de chefs qui ne sont pas du tout comme ça. Non, mais on tombe vite dans le cliché du vous cherchez du challenge. Chef. Donc voilà, il fallait que je me relance. Et puis les responsabilités. Je voulais voir plus haut, et puis je m'en sentais capable aussi. Donc donc j'ai dit oui, pourquoi pas.
Et donc j'ai profité du concours des ODS, donc officiers des domaines de spécialité. C'est pas grave sur l'acronyme, mais en fait c'est ça. n'importe quel soldat, qui soit militaire du rang ou sous-officier, peut passer un concours en interne pour devenir officier. C'est ouvert à tout le monde. Et donc voilà, j'ai profité de ce concours qui était tout nouveau, hein. C'était la première mouture de ce concours-là. Et voilà, voilà où j'en suis. Et je regrette. C'était il y a combien de temps? Donc c'était, ça va faire 4 ans et demi à peu près que je suis passé officier. Alors là, un inconvénient quand on passe officier, c'est quelque part on recommence un peu à zéro. Ouais, c'est vrai. Mais on est lieutenant, c'est donc vrai. Je suis on est le premier grade d'officier. C'est vrai. Alors vécu la particularité, c'est que moi je suis revenu au régiment, au même endroit en fait. J'ai posé mes chaussons et je suis revenu, il y avait les chaussons connu comme le loup blanc. Donc je suis revenu au même endroit, donc ça a facilité un peu les choses, mais j'ai pas échappé au maintenant t'es un jeune lieutenant, vas-y hop, va voir là-bas, va voir là-bas. Donc bon, ça fait le partie lieutenant, du il court jeu. partout. Mais bon, ça rajeunit aussi. Moi j'ai bien aimé parce que ça, voilà, on se remet dedans et puis c'est voilà. Donc si vous pouviez parler au sergent que vous avez été, le premier grade que vous avez eu, vous lui diriez quoi? Et de rien changer finalement. Moi je lui dirais que voilà, vous referiez tout comme vous avez honnêtement, je me suis posé la question plusieurs fois parce que j'ai eu plusieurs opportunités, hein, passer le concours plus tôt. Mais bon, par des fois des hasards un peu, bon, parce que j'ai été mal orienté ou mal conseillé. J'ai déroulé ma carrière comme ça et j'ai aucun regret. J'ai fait beaucoup de stages, beaucoup de formations, beaucoup d'OPEX. Donc, quel conseil vous donnez à un jeune sergent qui s'engage aujourd'hui? Et déjà de ne pas se limiter, parce que moi j'ai plein d'exemples. Alors je prends mon exemple, j'ai commencé sapeur en compagnie de combat et maintenant je suis chef d'équipe de recherche humaine. J'ai des collègues qui ont commencé cuistot et qui ont fini plongeur de combat du génie. Donc je dirais de ne pas se limiter et puis de se donner les moyens, ok, je veux atteindre, essayer d'avoir un peu de hauteur, enfin de voir plus loin, voilà, tout à fait, parce que y a quand même des échéances à respecter, donc de toujours essayer d'avoir cette petite longueur d'avance et de ne pas se limiter, quoi, d'aller à fond. Souvent on entend dire non, c'est trop dur, j'y arriverai jamais. Non. Puis dans une carrière de soldat, moi c'est un autre tabou que je tiens à aborder. On a des hauts et des bas, parfois on a des moments de doute. Comme officier, on en a 4 par jour, des doutes, ça arrive souvent. Et pourtant, il faut voir plus loin, comme vous l'avez dit, voir la finalité et aller au bout de soi. Bon, lieutenant, merci beaucoup pour la participation à ce podcast. Je termine généralement en demandant s'il y a une devise que vous appréciez et qui guide votre action. Vous n'êtes pas obligé d'en avoir. Non, là comme ça me vient pas. Alors une valeur? L'honneur, je pense, l'honneur et puis se respecter soi-même, respecter les autres. Voilà, je pense que si on tient ça, surtout pour un militaire, l'honneur, je pense que c'est très important dans notre société. Et puis, vous ne dites pas ça parce que la devise de la Légion, c'est honneur, fidélité. Ah non, alors j'aurais pu. C'est pas moi qui fais votre notation, j'aurais pu, mais non, mais je crois vraiment que c'est des valeurs très importantes. Ouais, moi aussi. Merci beaucoup, mon lieutenant. Merci beaucoup, si vous êtes encore là, d'avoir regardé cet épisode. C'est le podcast Quartier Libre, un soldat qui pose des questions à des civils et à des militaires. Vous pouvez liker, commenter, vous pouvez m'écrire aussi sur mes réseaux sociaux pour me proposer des invités et des questions à leur poser. Je mets les liens en description. Merci à tous et à bientôt. Armée de terre, peux-tu le faire? Pour le savoir, s'engager.fr. L'armée de terre recrute 16 000 soldats et 5 000 réservistes par an et forme à plus de 100 métiers.